À Cannes, loin du tumulte de la Croisette, une maison blanche aux volets bleus repose aujourd'hui dans un silence presque religieux. Les murs sont encore chauds du soleil, mais l'air semble figé, comme suspendu au souvenir d'un souffle disparu. C'est dans cette demeure discrète du quartier de la Californie, face à la mer immobile, que Jean Marais, l'un des visages les plus mythiques du cinéma français, s'est éteint le 8 novembre 1988, à l'âge de 84 ans. Un artiste total, acteur, peintre, sculpteur, acrobate, un homme dont la beauté et la douceur avaient marqué plusieurs générations. Un symbole du cinéma poétique de Cocteau s'en est allé dans une paix étrange, presque trop calme pour une vie si pleine de passion. Au moment de sa mort, sa fortune était estimée à environ 5 à 7 millions d'euros en valeur actuelle. Une richesse raisonnable, bâtie au fil de 50 ans de cinéma, de théâtre, d'exposition, de triomphe, mais aussi de longues périodes de dépouillement volontaire. Jean Marais n'a jamais cherché le luxe, il a cherché la liberté. La maison où il a rendu son dernier souffle porte encore les traces de ce mélange unique de simplicité et de grandeur. Un atelier où reposent ses dernières de sculpture, des pinceaux tachés de couleurs séchées, un fauteuil face à la mer où il méditait chaque matin, et, dans sa chambre, un livre ouvert sur une table de nuit, comme s'il comptait encore lire une dernière page. Entre l'éclat immense de sa vie publique et l'immobilité silencieuse de cette maison aujourd'hui abandonnée, une question traverse l'air salé, lente, presque douloureuse. Comment un nom si lumineux peut-il s'éteindre dans un lieu désormais si immobile? 2. Jean-Alfred Villain-Marais naît le 11 décembre 1913 à Cherbourg, dans une famille modeste fracturée par les tensions et l'absence. Son enfance se déroule entre départs brusques, silence pesant et une mère qui ne parvient pas vraiment à s'ancrer. Très jeune, le petit Jean découvre la solitude, une solitude qui deviendra plus tard un moteur, un refuge, parfois même une source de force. À l'adolescence, il se passionne pour le théâtre. Il lit, il observe, il imite. Il rêve déjà de lumière, mais sans arrogance. C'est la scène qui l'appelle, les mots, les gestes, la vérité qu'on y dépose. Puis vient la rencontre qui transforme sa vie. Jean Cocteau. L'écrivain, poète, cinéaste, voit en lui une beauté rare, une intensité presque sauvage. Leur relation, artistique, sentimentale, spirituelle, devient un pivot majeur dans l'histoire du cinéma français. Cocteau modèle Marais. Marais inspire Cocteau. Ensemble, ils créent un univers. Les années 1940 et 1950 marquent l'apogée. Jean Marais illumine La Belle et la Bête, Orphée, Les parents terribles. Son visage devient une icône, un mélange de douceur, de virilité, d'élégance mythologique. Il n'est pas seulement acteur, il incarne le rêve, puis il se réinvente en héros populaire, le Capitan, le Bossu, le Masque de fer. Il court, saute, combat, exécute ses propres cascades. Le public l'adore. Mais derrière cette ascension flamboyante, un autre Jean existe. Un artiste obsessif qui sculpte, qui peint, qui cherche sans cesse une nouvelle forme de liberté. Un homme blessé par les ruptures, rongé parfois par les excès, mais toujours guidé par une rage douce de créer. Dans les années 1970 et 1981, il ralentit. Il se tourne vers la sculpture, vers le silence, vers la mer. Ses rôles se font plus rares, mais son aura demeure intacte. À travers ses succès, ses amours, son lien indestructible avec Cocteau, Jean Marais construit une vie qui oscille entre mythe et fragilité. Une gloire immense, une sensibilité bouleversante. Et, derrière les projecteurs, un récit plus intime commençait à s'écrire. Mais derrière les projecteurs, un autre récit se dessinait. 3. À partir des années 1980, Jean Marais s'éloigne progressivement du tumulte des plateaux de cinéma. Il ne fuit rien, il ne renonce pas, il se retire. Avec une élégance presque instinctive, il choisit la mer, la pierre, le silence. Loin des studios, il se consacre pleinement à son atelier, à la sculpture, à ce geste lent et physique qui, selon lui, oblige l'âme à se taire pour laisser parler les mains. Sa maison de Cannes devient alors son refuge. Une demeure paisible, baignée de lumière, avec vue sur une Méditerranée qu'il observe chaque matin comme un visage familier. Le salon est rempli de ses œuvres, des bustes mythologiques, des silhouettes puissantes, des créatures inspirées de contes et de rêves. Chaque pièce porte sa trace, une empreinte de force et de douceur mêlée.
Mais derrière cette activité artistique intense, la fatigue commence à se faire sentir. Les muscles, autrefois puissants, se raidissent. Les mains tremblent légèrement lorsqu'il sculpte trop longtemps. Ses déplacements sont plus lents, ses soirées plus silencieuses. Il voit encore quelques amis fidèles, des artistes, des élèves, quelques acteurs, mais les grandes fêtes, les tournées, les interviews ne l'intéressent plus. Il préfère s'asseoir dans son fauteuil face à la mer, écouter le vent, laisser la lumière décliner sur les vagues. La solitude n'est plus une menace pour lui, elle est une compagne. Un espace intérieur où il peut enfin se retrouver sans masque, sans rôle, sans obligation. Dans les derniers mois, la maladie progresse. Il souffre, mais rarement se plaint. Il continue à travailler par éclairs, comme si la création était son dernier moyen de retenir un peu de vie. Dans son atelier, une sculpture inachevée semble l'attendre chaque matin. Une forme encore brute, encore hésitante, comme une métaphore de ce qu'il est devenu. Un artiste toujours vivant, mais fragilisé. La maison, elle, sent le bois, la mer, est quelque chose d'indéfinissable. Une présence, une mémoire, une lumière intérieure prête à s'éteindre. Et un jour, dans cette maison trop silencieuse, le monde comprend que l'histoire approche de sa fin. C'est dans cette maison que le silence a fini par gagner. Le 8 novembre 1998, Cannes s'éveille sous un ciel clair, presque trop paisible. Dans la maison de la colline de la Californie, le silence est inhabituel, plus dense, plus grave que les autres jours. Jean Marais, affaibli par l'âge et les dernières semaines de maladie, repose dans sa chambre, entouré de quelques proches fidèles. On dit qu'il avait encore sculpté quelques jours auparavant, malgré la douleur, comme si la création était sa dernière manière de tenir tête au temps. La chambre est simple. Un lit bas, des murs clairs, quelques de sculptures posées sur une commode, et une fenêtre ouverte sur la mer. La lumière du matin glisse sur son visage, révélant une paix que les années ne lui avaient pas souvent accordée. Dans ces dernières heures, il parle peu. Il regarde longuement la mer, puis l'atelier, puis un portrait de Jean Cocteau accroché au mur, comme un dernier salut à celui qui avait marqué sa vie, plus que tout autre. Son souffle est lent, fragile. Autour de lui, les mots deviennent inutiles. La présence suffit. Vers midi, sa respiration ralentit. Un silence immense envahit la pièce, un silence presque solennel. Puis, avec une douceur presque irréelle, Jean Marais s'éteint. Sans lutte, sans fracas, comme un rideau qui tombe lentement sur une scène vide. La nouvelle traverse la France en quelques heures. Les radios évoquent une légende, un héros populaire, un prince du cinéma français. Des acteurs, des réalisateurs, des anonymes témoignent. On parle de son élégance, de sa bonté, de sa fidélité absolue envers ceux qu'il aimait. Mais dans la maison de Cannes, rien ne bouge. La lumière continue de se déplacer lentement le long du mur. Son fauteuil reste tourné vers la mer. Dans l'atelier, les outils reposent, immobiles, comme s'ils attendaient un geste qui ne viendra plus. Une fin douce, humble, silencieuse, pour un homme qui avait traversé la vie comme un poème, plein de force, de beauté et de blessures cachées. Pourquoi tant de silence autour d'un nom si grand? 5. Après la mort de Jean Marais, sa maison de Cannes devient un lieu suspendu, presque sacré, comme si chaque objet, chaque mur, chaque ombre, refusait d'accepter son absence. Les proches, les notaires et quelques amis fidèles franchissent la porte avec une retenue instinctive, conscients qu'ils entrent dans l'intimité d'un homme pour qui la création avait remplacé la parole. La lumière de novembre glisse doucement à travers les persiennes, éclairant à peine la poussière en suspension. La succession révèle une fortune évaluée aujourd'hui à environ 5 à 7 millions d'euros. Un patrimoine composé de sa maison de Cannes, plusieurs œuvres d'art qu'il avait créées lui-même, des meubles anciens, des archives et une collection importante d'objets liés à sa carrière, au théâtre et au cinéma. Le reste provient de placements, de ventes d'œuvres et de droits résiduels. Mais les chiffres ne disent rien de l'émotion que renferme la maison. Dans le salon, les héritiers découvrent un fauteuil tourné vers la mer, encore creusé par la forme de son corps. Une table où traînent des dessins, des croquis, des idées de sculptures jamais réalisées. Un vase rempli de pinceaux tachés de couleurs séchées. Et, posé près d'une fenêtre, une statue inachevée,
dont les traits semblent attendre un dernier geste. Dans son atelier, l'atmosphère est encore plus bouleversante. Les outils sont parfaitement alignés, comme s'ils devaient revenir le lendemain. Au sol, de la poussière de pierre, fine, blanche, témoin silencieux de ses dernières heures de travail. Sur une étagère, quelques masques sculptés reprennent les visages qu'il avait aimés ou imaginés. L'un d'eux, plus ancien, porte distinctement les traits de Jean Cocteau, preuve que son ombre n'avait jamais quitté l'esprit de Marais. Dans sa chambre, les objets racontent la dernière part de sa vie. Un livre ouvert à la page qu'il lisait avant de s'endormir. Une paire de lunettes déposées sur une petite table, un foulard bleu soigneusement plié, et un portrait de Cocteau placé sur une commode, comme un compagnon silencieux qui veillait encore sur ses nuits. Les héritiers, principalement son filleul et ses proches choisis, s'interrogent longuement. Que faire de tout cela? De ces sculptures, de ces dessins, de ces œuvres à moitié nées, de ces objets qui ne valent rien pour le marché, mais qui contiennent tout son monde. Finalement, une partie de son œuvre est confiée à des musées, une autre à des fondations, et le reste à ceux qui l'ont aimé, comme un héritage intime plutôt que matériel. Mais lorsque l'inventaire s'achève, une sensation étrange demeure. La maison semble encore pleine de lui. Le silence y est trop lourd, trop vibrant, comme si l'artiste n'était pas vraiment parti, comme si une part de lui s'était dissoute dans les murs, dans la lumière, dans la mer au loin. Peut-on vraiment posséder ce qui appartient encore à la lumière d'un homme? Les portes se referment. Le vent du soir glisse entre les volets. Et la maison de Jean Marais devient un mausolée invisible, un dernier souffle figé dans la pierre et le sel. 6. Lorsque la porte de la maison se referme pour la dernière fois, un silence dense descend sur les pièces. Un silence qui n'est pas absence, mais présence. La présence diffuse d'un homme qui n'a jamais cessé d'habiter la lumière. Dans le salon, le fauteuil tourné vers la mer semble attendre encore. Dans l'atelier, les outils alignés témoignent d'un geste interrompu. Dans la chambre, la page du livre reste ouverte, comme si Jean Marais comptait revenir y poser les yeux. Sa vie fut une longue traversée entre éclat et discrétion, entre les cris de la scène et la paix de la sculpture, entre les passions brûlantes et les solitudes choisies. Il a aimé avec intensité. Il a créé avec férocité. Et il s'est retiré avec une élégance rare, comme ces héros qui quittent la scène avant que les projecteurs ne s'éteignent. Sa mort, douce et silencieuse, ne ressemble en rien au mythe qu'il a incarné. Et pourtant, elle leur ressemble plus qu'on ne croit. Une sortie simple, sans drame, où le geste final n'appartient qu'à lui. Aujourd'hui, son héritage ne se mesure pas à sa fortune, ni à ses biens, ni même à ses milliers de photos. Il se mesure au regard que son nom fait naître, un regard chargé d'admiration, de douceur, de nostalgie. Lorsque la nuit tombe sur sa maison de Cannes, on pourrait croire entendre un souffle discret, un murmure, une ombre qui traverse l'atelier. Peut-être l'écho d'un geste sculpté dans l'air. Alors une question demeure, lente, profonde. Le vrai héritage, est-ce ce qu'on possède ou ce qu'on laisse vivre dans la mémoire de ceux qui nous ont aimés? La lumière décroît, le silence s'installe, et une vérité persiste. Le silence ne tue pas la mémoire, il la purifie.